Mes parents peut-être sont musulmans, mais moi je ne me sens pas musulman. Donc vous êtes un laïc? Je suis un laïc et je crois que la laïcité, elle s'explique. Mais Lounès Matoub, comment est-ce qu'on peut être laïc et vivre dans un pays musulman? Tout d'abord, la laïcité, ce n'est ni de l'athéisme, ce n'est pas l'athéisme, la laïcité. La laïcité, c'est dissocier la religion de l'État. Et une chose est très importante. Il est grand temps en Algérie qu'on évacue la religion du champ politique. Et peut-être qu'un jour, on rentrera dans le concert des nations. Oui. Mais alors, là, ce soir, vous nous dites que vous vous définissez comme un laïc. Mais moi, je voudrais qu'on réécoute le discours tenu par Ali Belhadj, qui est le numéro 2 du FIS. Regardez. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. Alors, Lounès Matoub, est-ce que vous êtes pour l'application de la charia? Jamais. Les femmes lapidées sur les places publiques? C'est utopique. Quand on écoute des discours comme ça, mon Dieu, on se dit qu'est-ce qui peut en advenir de notre futur. Mais justement, quand vous écoutez quelqu'un comme Ali Belhadj, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez encore une place en Algérie? Heureusement que j'ai une place en Algérie. Et il y demeure encore. La preuve est là que c'est les miens qui m'ont soutiré des griffes de la mort. Donc je ne peux pas capituler. Oui. Donc vous avez le sentiment d'être un peu hors-la-loi face aujourd'hui, face aux fils, face à... Non, non, je ne suis pas un hors-la-loi. Certes, peut-être je suis rebelle, parce que j'ai été toujours contestataire. Je me suis battu contre un pouvoir en place qui a tout fait pour étouffer l'éclosion de la culture berbère, de l'identité berbère. Oui. Et parce que le mouvement culturel berbère, il a été de tout temps, comme j'ai toujours souligné, l'initiateur de toutes les luttes démocratiques en Algérie. À l'époque même où l'intégrisme, ces gens-là qu'on vient de voir à la télévision, oui, poussaient à l'ombre des institutions de l'État, que sont la justice, surtout la télévision. À chaque fois qu'il y a une conférence islamique, c'est en Algérie, avec la bénédiction, bien sûr, de Chedri Ben Jdid. oui. C'est l'État algérien qui a encouragé la montée de l'intégrisme en Algérie pour contrer l'avancée culturelle berbère. Oui. Lounès Matoub, on y viendra un tout petit peu plus loin dans l'interview. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas dédié ce livre, Rebelle, que vous avez écrit, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dédié à l'idole du rail en Algérie? Je veux parler de Cheb Asni, qui lui aussi, à sa manière, en chantant le rail, était un rebelle. Je pouvais aussi le dédier aussi à Tarjaout, Saïd Moqbel. Oui, mais ça a été quand même le premier chanteur assassiné. Oui, je compatis à la douleur des siens. Ça m'a fait terriblement mal d'avoir appris sa mort, mais je pense que mon bouquin, c'est plus profond que ça. Oui, mais enfin, la mort, c'est profond aussi. La mort, on est là, aujourd'hui, on ignore qu'est-ce qui va en advenir de nous demain. Oui. Justement, Lounès Matoub, j'aimerais qu'on le retrouve chez Basni. C'était dans un de ses concerts, il avait quand même 26 ans. Il a reçu 2 balles dans la tête devant le domicile de ses parents, c'était à Oran. Lounès Matoub, de la même façon que Cheb Asni représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, vous auriez pu quand même évoquer sa mémoire dans ce livre. Pardon d'insister. Écoutez, mademoiselle, ce livre, je l'ai dédié à tous les martyrs de la démocratie, à tous les démocrates algériens, à tous les militants de la cause berbère. Je pense que j'ai englobé en général tous les Algériens qui veulent vivre une ère démocratique. Oui, parce que lui, en fait, il représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, de la même façon que vous êtes un espoir pour la Kabylie. Écoutez, moi je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai jamais écouté Cheb Asni. D'abord, je n'ai pas accès à la langue arabe. Je suis désolé, je ne vais pas faire des choses comme ça pour plaire.
Certes, mais c'est parce que vous êtes représentant du mouvement culturel berbère que, oui, en fait, vous ne parlez pas de Chebasni, qui lui n'était pas kabyle. Non, qu'on s'explique bien. Oui. C'est pas en luttant dans le mouvement culturel berbère pour la revendication de la culture berbère qu'on est contre des arabophones. Non, on voudrait vivre en harmonie en Algérie avec nos différences, nos diversités. Il y a l'arabe algérien, il y a la langue française aussi qui est un butin de guerre. Je voudrais aussi que Tamazir soit langue nationale et officielle. Oui, mais parce que... Alors, attendez, ça on y reviendra. Mais Lounès Matoub, parce que si je vous ai posé cette question sur Chebasni, c'est tout simplement parce que lui, il a été assassiné pendant que vous étiez séquestré par le GIA. Lui, le 29 septembre, et vous avez été enlevé par le GIA le 25 septembre, 4 jours avant. Écoutez, donc vous pouviez en parler dans ce livre. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, 3 jours après mon enlèvement, Chebasni, le pauvre, a été assassiné. C'était pour créer une diversion. Oui. Parce que la Kabylie s'est soulevée comme un seul homme. Elle a scandé haut et fort, Matoub ou le fusil. Alors justement, pourquoi est-ce que Chebasni a été tué par des terroristes islamistes et pourquoi est-ce que on vous a laissé la vie sauve? Et pardon de vous poser cette question qui est douloureuse, mais... Quand on retourne aux élections de 1991, c'est bien le fils qui l'avait emporté en Oranie. Oui. Aujourd'hui, la seule région qui reste inaccessible à l'intégrisme parce que le mouvement culturel berbère est implanté fortement, c'est la Kabylie. Et c'est la seule région qui reste, c'est le seul bastion qui reste à l'intégrisme en Algérie. Et je voudrais que toutes les autres régions d'Algérie copient sur la Kabylie. Parce qu'il y a des régions où ces gens-là, où ces assassins vivent en complète autarcie. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez été libéré par ce groupe islamique armé, c'est parce que la Kabylie s'est mobilisée? En cette soirée du 10 octobre 1994, la peur avait changé de camp. Les intégristes avaient peur. Alors justement, vous parlez de votre libération. On va regarder ce moment du 10 octobre dernier. Pâle, amaigri, les traits tirés, Matoub Lounès tombe dans les bras de ses proches. Il les retrouve en répétant « C'est un miracle, je ne croyais jamais vous revoir ». Les femmes et tous les habitants de son village, Taourik Moussa, l'attendaient. Chez lui et dans toute la Kabylie, c'était la fête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de vos ravisseurs? De quoi ont-ils eu peur? Vous savez, moi déjà, dès la minute même où j'étais pris dans ce café, je me suis dit c'était fini. Oui, le GIA est intervenu soudainement dans un café quand vous étiez en train de boire un verre. Déjà, ils ont commencé à me rechercher, à afficher, à placarder partout. Ils ont m'envoyé plusieurs fois des lettres de mort. Mais malheureusement, je ne pouvais pas partir d'Algérie car mon pauvre père était très très malade. Il était à l'hôpital quand j'ai été enlevé. Donc je ne pouvais pas partir et laisser mon père dans un piteux état. Donc ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là, c'est de m'utiliser. Mais je ne le savais pas. Ce n'est qu'après ma libération que je l'ai su. Mais Matoub Lounès, c'est quand même la première fois qu'une région en fait ne cède pas aux intimidations. Ce n'est pas la première fois du GIA. Non mais là, concernant votre enlèvement, c'était quand même un événement majeur. C'était un coup de bélier dans la carapace intégriste. C'était la première fois où le GIA avait lâché sa proie, hormis les Thévenots. Oui, mais ils auraient pu vous exécuter. C'était un gros morceau. Ils convoitaient la Kabylie, parce que c'est le dernier bastion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui restait à l'avancée intégriste. Lounès Matoub, je vous interromps quelques secondes, le temps d'une page de publicité. À tout de suite. Dans cette tranchée, l'ombre de la mort ne m'a pas quitté à aucun moment. J'avais une boule d'angoisse. J'avais tout le temps peur. Je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à ma propre mort, qu'à ma propre destinée. Qu'est-ce qui va en advenir de moi? Donc, mon esprit, tout ce qui s'est défilé, qui s'est passé dans mon enfance, dans mon passé, m'est revenu vertigineusement à une vitesse inouïe dans mon esprit. Donc, je ne voyais que la mort. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Mais en consolation... Ils ont même, presque devant vous, tué un gendarme. Oui, je vais en arriver. Hein. Mais ce qui me consolait aussi pour trouver une issue à ma peur, à ma mort, parce qu'elle était imminente, j'étais sûr que j'allais mourir. Je me suis vu recouvert d'un drapeau national, comme tous mes compagnons disparus. Donc, en quelque sorte, je vais rentrer dans l'éternité. Peut-être
eux, ils ont une éternité qui est l'au-delà, Oui. mais mon éternité, ce sera dans cette vie. C'est ce que je vais faire de bien ou de mal dans cette vie. Oui, Quant à ce gendarme, ils l'ont traîné avec eux pendant 1 mois, 2 mois, il était déguenillé. D'après eux, ils lui ont même fait choisir sa mort. Ils lui ont dit on va te tuer soit avec un canon scié ou avec un rachacha, ça veut dire une mitraillette, oui. ou avec un égorgé. Oui. Lui, il avait choisi le couteau ou la mitraillette. Eux, ils lui ont donné tiré deux coups de canon scié. Ouais. Mais vous-même, vous envisagez dans votre tête les différents scénarios de votre mort. Vous disiez peut-être que je vais être égorgé, peut-être que ça va être 3 balles dans le corps. Exact. Il y avait 3 jours de pluie diluvienne. Donc j'étais résigné. J'étais dans le noir. Je me suis dit, je me parlais à moi-même. Je me suis fait fabriquer un double. Je me dis, Lounès, tu es mort. Tu as déjà payé. Tu as eu comme ça, tu as eu ça. Alors je me suis dit, quand ils vont m'égorger, quelle serait ma réaction? Voyons, on prend surtout que moi je suis faible, j'ai subi quand même 17 interventions chirurgicales dans mon passé, suite aux sanglants événements d'octobre 1988. J'ai éloigné cette idée. Je me suis dit non, ils vont quand même pas me faire ça, surtout que je leur ai montré mes plaies. Je lui ai dit que je me bats aussi contre un pouvoir corrompu. Oui. Mais Matoum Lounès, qu'est-ce que vous avez dû, vous racontez dans ce livre que vous avez dû jouer leur propre jeu, c'est-à-dire prier. Vous avez prié avec eux. J'ai réussi à prendre 2 sourates. 2 jours après, ils m'ont dit où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux nous réciter ces 2 sourates que tu as appris? Heureusement que je les ai apprises, ces sourates. Et ils ne m'ont pas forcé à prier. J'ai joué le jeu. J'ai essayé d'apprendre leur manière, leur geste. Oui. À un moment donné, même, je n'ai pas pu le raconter dans le livre. Parce que eux, ils mangent, ils font tout de la main droite. Mais quelque chose de mauvais, comme les ablutions et tout, ils le font avec la main gauche. Mais Matoum Lounès, ils vous ont aussi fait enregistrer une cassette dans laquelle vous deviez dire « j'abandonnerai la chanson », parce que pour eux, la chanson, c'est un péché. C'est péché, hein, n'est-ce pas? Je me suis renié tout dans cette cassette. J'avais peur, je vous dis, mademoiselle, j'avais peur. D'ailleurs, ils m'ont fait faire, parce qu'à un moment donné, j'ai fait semblant de parler calmement. Ils m'ont dit non. Tu parles comme tu as l'habitude de parler auparavant, comme tu nous insultais, quand tu parlais du mal de nous. Oui. Donc j'étais obligé de refaire plusieurs fois cette cassette. Et dans cette cassette, il y avait un message destiné donc à la population kabyle. Et 2 jours après votre libération, vous avez à nouveau reçu un message qui venait de vos ravisseurs. Non. Le message qu'il y avait, ils me l'ont apporté 2 jours après ma libération, parce que je devais tenir une conférence de presse le jeudi d'après à Tizi Ouzou. Et comme j'ai annulé cette conférence, parce que j'ai été conseillé par des amis qu'il valait mieux partir, se soigner, donc ils sont venus 2 jours après me rapporter les textes du GIA. Oui. Et alors vous avez apporté ce soir donc un texte avec le tampon du GIA. Ouais, ouais. Et 2e région militaire, Tizi Ouzou, avec le cachet du GIA. Voilà. Alors on va le voir, ce fax, avec le cachet du GIA. Alors qu'est-ce que dit ce texte? Vous savez, je ne connais pas très bien la langue arabe. D'ailleurs, c'est cette langue arabe un peu qui m'a fauché l'herbe sous les pieds. Je n'ai pas pu avancer dans mes études. Donc, ce que dit le texte, en gros, c'est qu'il menace tous les intellectuels, tous les journalistes, les hommes de théâtre, s'ils ne veulent pas abdiquer, s'ils ne veulent pas accepter une république islamique en Algérie. Ouais. Mais vous n'avez pas peur quand même comme ça, de détenir ce document, vous dites que ils peuvent vous tuer à tout moment? Écoutez, quand on m'a remis ce document, si c'était aujourd'hui, je ne l'aurais pas remis, je l'aurais déchiré. Parce que je ne suis pas un messager du diable, moi. Vous dites que vous avez été stupéfié par la jeunesse de vos ravisseurs. Alors, ils avaient quel âge? Est-ce que vous en avez reconnu certains? Ce qui m'a effectivement stupéfié, c'était cette jeunesse et cette détermination. Parce que la moyenne d'âge elle ne dépassait pas, comme je l'ai toujours dit, affirmé à plusieurs reprises, elle ne dépasse pas 22-23 ans d'âge. Et cette détermination. Ils ont envie de mourir. Pour eux, la mort, c'est comme la nuit de noces. Mais Matoum Lounès, vous dites en avoir reconnu un dans votre... C'était un ancien copain. Et il était venu plusieurs fois chez moi à la maison. Il a dormi chez moi. Ma mère l'aimait bien. Même sa mère venait me voir souvent à l'hôpital quand j'étais hospitalisé à l'hôpital, à la clinique des Orangers à Alger. Et vous êtes retrouvé nez à nez avec lui? 3 jours après ou 4 jours, je ne me rappelle pas maintenant. Il était venu rejoindre le camp où j'étais séquestré. C'était un champion d'Afrique, 2 fois champion d'Afrique de judo au sein de la JSK, un club de
prestigieux de Kabylie. Et mais vous lui avez dit pourquoi est-ce que tu as basculé soudainement dans un réseau comme ça terroriste? Il m'a raconté un peu grosso modo comment ça s'est passé. À un moment donné, il était proche des islamistes, mais il n'était pas complètement dans cette mouvance. Il n'avait pas les pieds dedans, il avait un pied. Oui. Quand il a reçu ce titre, en quelque sorte, ils ne lui ont pas donné ce qui devait lui être dû. Oui. Et une fois, la gendarmerie a fait irruption chez lui. Chez lui, sa femme à l'époque était enceinte. C'est très important quand même ce que je vais dire. Quand ils lui ont passé les menottes, il a dit « Laissez-moi, je vais voir ma femme ». Et quand les gendarmes ils sont rentrés précipitamment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ces gens-là ne sont pas des saints aussi. J'ai affaire avec eux, je me suis battu avec eux pendant de longues années. Elle a eu une fausse couche et je pense que c'est ça qui l'a motivé davantage, qui a cassé le fil qui pouvait le retenir. Matoub Lounès, est-ce que vous pensez que ces jeunes comme ça, qui s'engagent dans les réseaux terroristes, sont des jeunes qui sont récupérables, qui aujourd'hui sont des jeunes donc, qui auront tué? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront revivre, avoir à nouveau une vie normale? Je pense que c'est difficile. Cette question que vous me posez, elle est vraiment complexe. Moi, je pense que ces jeunes ont perdu le goût de l'espoir. Et vous dites même qu'il y avait un jeune de banlieue de France, il y en avait deux. Il y avait réseau. un Marocain et il y avait un Algérien, Kabyle, un binational. Il doit avoir 18, 19 ans. Il parle en français. Il parlait très bien français, donc il doit être de la région parisienne. Ouais. Lounès Matoum, est-ce qu'aujourd'hui un espoir de paix n'est pas né avec la conférence de Rome qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a rassemblé les principaux partis d'opposition, le FIS, le FLN et le FFS? Ces trois partis ont rassemblé 80% des votes aux dernières élections législatives de 91. Écoutez, la réalité, elle est tout autre. Entre ce qui se passe au pays et ce qui se passe à l'étranger, c'est tout à fait différent. Oui, mais pour la première fois, le FIS acceptait quand même de dialoguer. Donc, est-ce que c'est pas un tout petit pas vers la paix? Écoutez, ces gens-là sont déterminés. D'ailleurs, avant que le GIA ou l'AIS lance cette... Regardez, on voit d'ailleurs ces images. Donc à Itarmet. C'est dramatique. Écoutez, j'ai envie de rire. Pourquoi vous avez envie de rire? Écoutez, j'ai envie de rire parce que j'ai envie de rire. Même si c'est dramatique, ça me donne envie de rire. Voilà, les deux compères. À Itarmet. Oui, ça me rappelle 85, disons déjà, à Londres. Ces deux hommes, leaders historiques de la Révolution, il y a quelques 30 ans, construisaient l'État algérien. Aujourd'hui, il s'agit de le reconstruire en tenant compte des derniers nés de la classe politique, les islamistes. Pour la première fois, dans une ambiance plutôt détendue, toute l'opposition algérienne s'est réunie à Rome autour d'une idée force, celle du dialogue. Le pouvoir a refusé de participer à cette rencontre, mais par voie de presse, il a dit tout le bien qu'il en pensait, traitant les participants de charognards et la communauté proche du Vatican qui l'organisait de catholiques naïfs. Lounès Matoub, vous refusez de voir ces images? Vous refusez de dialoguer avec le FIS? Écoutez, c'est pas à moi de dialoguer. Tout d'abord, je ne suis pas un homme politique. J'aurais aimé être chez moi, en Kabylie, chanter, me produire comme je vais me produire bientôt au Zénith. Et ce jour-là, les gens qui viendront au Zénith, verront la véritable face de ce bonhomme. Je ne suis pas un homme politique. Oui. Certes, je suis appelé, je ne peux pas avoir mon pays sombre comme ça. Mais ce n'est pas à moi d'élucider. Je ne suis pas le génie de la lampe d'Aladin. Oui. Ce qui s'est passé à Rome, en quelque sorte, c'est le triomphe du Fils. C'est la République islamique rejetée par l'Algérie qui ne revient pas à Rome. Mais vous dites qu'il ne faut pas donc dialoguer avec le Fils. Mais avec qui faut-il dialoguer? Et comment la paix peut s'amorcer en Algérie? Le GIA m'a séquestré pendant 16 nuits. Et je ne veux pas être aussi avec un pouvoir qui m'a envoyé 5 balles dans la peau. Mon espoir, je l'ai investi dans le combat de Djaout, de Boussibsi, de Saïd Maqbel, de Saïd Saadi, de Khalid Msaoudi et de beaucoup d'autres. Mais ils sont tous morts? Peut-être pas. On n'est pas tous morts. Le combat, ce sont peut-être même si on est mort, ces gens, avec ces personnalités avec qui vous pouvez avancer pour rétablir la démocratie en Algérie. Écoutez, soit c'est la reddition, on va s'arc-bouter, s'agenouiller devant les mollahs iraniens, ou c'est la résistance. Mais Lounès Matoub, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus peur qu'avant? Écoutez, j'ai peur, j'ai toujours peur. La preuve, je n'arrive pas à dormir. Je suis venu vous voir aujourd'hui. Je vous jure, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je prends des somnifères parce que
par où je suis passé, n'importe quel ne serait pas revenu. C'est pas facile de revenir après 16 jours de séquestration normale, équilibrée, parce que je n'ai même pas été suivi par un médecin. Normalement, quand quelqu'un traverse une période difficile comme celle-là, il est pris en charge. Et moi, je suis là sous les feux de la rampe à répondre aux journalistes. Donc c'est terrible. Vous avez le sentiment d'être revenu d'outre-tombe puisque vous pensiez mourir? Oui, j'étais dans le couloir de la mort. Pour conclure cette interview, j'aimerais que vous nous lisiez ces quelques phrases de Tahar Djaoud, qui était à la fois un journaliste, un poète, et ça a été aussi le à être assassiné par le fils. C'était en mai 93. Donc j'aimerais que vous nous lisiez ces quelques phrases. De quoi je les ai apprises, ouais. Le silence, c'est la mort. Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Je préfère parler et vivre. Lounès Matoub, merci. Et puis merci pour votre courage. En tous les cas, on peut vous retrouver le 28 janvier sur scène au Zénith. Justement, on va avoir un tout petit avant-goût de ce que vous chantez.